Salut, c'est Patrick Ledoux. Alors aujourd'hui, on va étudier quoi? On va étudier en fait de la gestion. Je vais t'aider à comprendre des grands concepts de la gestion et plus spécialement celle de la trésorerie et de son impact sur le besoin en fonds de roulement. Ça te dit rien? C'est normal. À mon avis, dans les études, t'as jamais étudié cela, ou si tu as étudié, il y a personne qui te l'a expliqué simplement. Moi, je me propose de le faire maintenant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est hyper utile pour ton entreprise. Si tu ne plonges pas dans ce sujet crucial qui est la santé financière de ton entreprise, notamment la gestion du besoin en fonds de roulement et de sa trésorerie, eh bien, tu seras passé à côté de plein de choses. Et d'ailleurs, souvent, on se concentre uniquement sur la trésorerie disponible. Pourtant, c'est en amont, dans la gestion justement du besoin en fonds de roulement, que se joue la bataille pour une trésorerie saine. Allez, on va pas s'embêter la vie, je vais commencer tout de suite. On va commencer par le premier chapitre où je vais t'expliquer de façon simple comment ça fonctionne. Dans un deuxième chapitre, je te montrerai des exemples pour que tu puisses comprendre. Troisième, quelles sont les actions? Et puis on terminera gentiment par une conclusion. Allez, tu peux prendre quelques notes ou tu peux regarder la vidéo si tu veux, mais quand tu auras tout compris, je t'assure que ta vie aura changé complètement et que d'un seul coup, de nouveaux concepts seront disponibles pour toi pour mieux gérer ton entreprise. Voilà ce dont on va parler. Allez, on commence tout de suite par quelques explications et on va commencer par le premier qui est quand même les grands équilibres d'un bilan. Alors, je sais pas si tu as déjà vu un bilan. Bon, ça ressemble à ce genre de choses, tout simplement. À gauche, tu as l'actif et à droite, c'est ce que l'entreprise doit. Alors, je te rappelle, on fait le bilan d'une entreprise, on fait pas ton bilan. Donc ça veut dire que de façon très concrète, toi tu es toi, et puis la société c'est la société, et c'est elle qui va présenter. Et donc lorsqu'on a ce genre de représentation, qu'est-ce qu'on retrouve? On va retrouver à gauche ce qu'on appelle l'actif, donc ce que la société possède, dont elle est propriétaire. Donc on va retrouver en haut de l'actif immobilisé, des ordinateurs, un iPhone par exemple, celui-ci, oui, une voiture, des machines, outils. Et puis, on va retrouver dans l'actif circulant tes stocks, les créances clients et la banque, c'est-à-dire ce que l'entreprise possède, dont elle est propriétaire. Bon, alors jusque-là, rien d'exceptionnel. Et de l'autre côté, alors je sais qu'à chaque fois, beaucoup de gens me disent, mais comment c'est possible, le capital social, c'est une dette? Eh bien oui, parce qu'on fait le bilan, encore une fois de plus, de ta société. Et donc, dans ta société, il va y avoir un capital social, c'est-à-dire l'argent que tu as porté et que tu dois retirer un jour, d'accord? Tu vas retrouver aussi le compte de résultat, tu vas retrouver les réserves et tu auras aussi bien évidemment les dettes vis-à-vis effectivement des établissements financiers. D'ailleurs, le capital social pourrait ne pas s'appeler capital social, ça pourrait s'appeler, je sais pas moi, tiens, emprunt auprès des associés. Ce serait exactement la même chose. Et puis en bas, dans les dettes fournisseurs, tu vas retrouver bien évidemment les factures que tu n'as pas encore payées vis-à-vis de tes fournisseurs, mais aussi les dettes fiscales, les dettes sociales, donc l'impôt sur les sociétés qui est dû, la TVA, et puis les dettes sociales, tout simplement l'URSSAF, les caisses de retraite, les caisses de prévoyance, etc. En chiffres, ça représente ce genre de choses. Voilà à quoi ça peut représenter un bilan. Peu importe d'ailleurs les montants, on va les calculer tout de suite, mais pour que tu comprennes effectivement au moins à quoi ça ressemble un bilan. Allez, t'es prêt? On y va. Alors tu remarqueras que le total de l'actif est égal au du passif de façon très concrète. Ce qu'une entreprise possède, c'est égal à ce qu'elle doit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on va commencer tout de suite par le premier grand concept qui s'appelle le fonds de roulement. Alors, comment ça se calcule ce système-là? Et ça correspond à quoi très exactement? Alors, laisse-toi guider simplement, tu vas voir, ça va bien se passer. Alors, le premier grand truc, c'est que tout simplement ici, j'ai représenté le bilan et puis tu vois, j'ai fait un espèce de trait jaune là, fluo, pour t'indiquer déjà ce qu'on appelle les ressources permanentes. Qu'est-ce qui reste au sein de ta société de façon permanente? Qu'est-ce qui ne va pas bouger? On va retrouver tout simplement le capital social, on va retrouver les réserves, on va retrouver le report à nouveau, on va retrouver le résultat d'exercice tant qu'il n'est pas distribué, et on retrouvera également les emprunts qui sont effectivement auprès des établissements financiers. Ça, ça représente très exactement ce qu'on appelle les ressources permanentes ou les capitaux permanents. Et en l'occurrence, ça fait 120 300 €. Bon, là, on s'est occupé d'un gros bloc, ok? Et puis à côté, on va se préoccuper maintenant à l'actif, là, ce que tu vois immédiatement, des emplois
permanents, des immobilisations, c'est-à-dire des choses, tu ne changes pas tous les 5 matins. Si tu achètes une voiture, tu la changes pas tous les ans. Si tu achètes un ordinateur, tu vas pas le changer tous les 6 mois. Même si c'est un Mac, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à produire suffisamment de nouveautés pour t'intéresser effectivement à le faire directement. Donc, de façon très concrète, tu vas retrouver tout cela et tout ce gros bloc-là, on va l'appeler les immobilisations. Bon, alors d'un côté, j'ai 88 000 euros d'emploi permanent, d'immobilisation nette, et de l'autre côté, j'ai les capitaux permanents. Eh bien, cette différence s'appelle très exactement le fonds de roulement, très exactement. Alors, le principe de cette, on va appeler ça de cette orthodoxie financière, c'est que d'un côté, les immobilisations que l'on retrouve là doivent être financées par les capitaux permanents. En fait, c'est vachement simple. Regarde, imagine, imaginons que tu es propriétaire d'un bien immobilier, tu trouves un bien immobilier, je ne sais pas, à 500 000 euros, par exemple. Et toi, t'as pas suffisamment d'argent, tu vas emprunter de l'argent. Bon, de façon très concrète, qu'est-ce que tu fais? Tu finances pas par un découvert bancaire. Tu vas pas faire un chèque en disant tiens, c'est un découvert bancaire, t'inquiète, ça ira bien. Dans l'absolu, on pourrait. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Parce que tout simplement, tu vas emprunter avec de l'argent parce que ton bien, il va pas se consommer tout de suite. Et tu vas essayer, par exemple, d'emprunter sur 15 ans, 20, 25 ans. En fait, c'est pas simplement qu'une durée de ce que tu peux payer, c'est aussi la durée de ton appartement. Donc, de façon très concrète, tu vas essayer effectivement de faire financer les immobilisations par un financement long et permanent. Et c'est pour ça qu'on parle de fonds de roulement. Donc là, en l'occurrence, 120 300 euros moins les 88 000 euros, ça fait 32 300 euros. Ok, allez, on le retient comme ça. C'est pas le plus important, on le verra tout à l'heure. De l'autre côté, donc le bilan quand même, il est un peu plus grand. Tu as vu qu'il y avait quand même des choses qui se retrouvaient en bas. Et donc, on va se préoccuper maintenant du besoin en fonds de roulement. Alors, qu'est-ce que tu as besoin de financer? C'est-à-dire que quand ton entreprise démarre, qu'est-ce qu'elle doit financer? Elle va financer tout simplement les factures clients qui ne sont pas payées. Tu envoies des factures et que les clients ne te règlent pas directement. Alors, sauf si tu vends des glaces sur la Côte d'Azur, concrètement, les gens, ils te payent pas tout de suite. Ils te payent plus tard. Et donc ça, ça fait partie de ce qu'on appelle des factures, des créances clients, des factures clients qui ne sont pas encore payées. Et puis le stock aussi, notamment si tu as du stock, si tu fais, je sais pas, moi, vendeur de chaussures, tu es bien obligé d'avoir du stock. Et à la différence des grands crus de vin, ça prend pas de la valeur. Donc de façon très concrète, tu as besoin de financer tout cela. Et de l'autre côté, tu vas te retrouver aussi à ce que quelque part tes fournisseurs eux-mêmes compense cette situation, puisque si tu les payes pas tout de suite, c'est quelque part eux qui jouent le rôle de banquier. Donc, moralité de l'histoire, lorsqu'on prend les deux grands blocs, qui sont les stocks et les clients, les 28 000, et qu'on enlève les dettes à court terme, c'est-à-dire les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales et les autres dettes, tu vas te retrouver avec un besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, en fait, il faut se dire que ça ressemble à besoin de financement, d'accord, besoin de quelque chose. Et tu as bien compris effectivement que d'un côté, tu avais tes stocks et tes créances qui te pèsent suffisamment lourd, et de l'autre côté, tes fournisseurs qui te compensent un petit peu effectivement cette situation. C'est pour ça que le besoin en fonds de roulement est en règle générale positif. Positif, ça signifie que tu as besoin effectivement d'avoir d'argent pour pouvoir financer tout cela. Bon, donc on a vu le fonds de roulement. On a vu le besoin en fonds de roulement, maintenant il faut voir la trésorerie. Alors la trésorerie, comment ça fonctionne? Là c'est vachement simple. Dans cette situation, tu vois que là, tu as des disponibilités en banque, tu as des disponibilités en caisse, c'est toujours le trait jaune qui se trouve là. Quand tu fais l'addition, ça fait 10 300. C'est vite réglé. Et donc ça correspond à quoi? Ça correspond à l'argent. Alors qu'est-ce que tu pourrais retrouver dans ta trésorerie? Tu pourrais retrouver des actions, par exemple, du groupe Orange, donc ce ne seront pas des titres de participation, donc de façon très concrète, tu pourrais les avoir ici. Et de l'autre côté, tu pourras avoir des découvertes bancaires. Bon, ça, c'est pas bon signe en règle générale. Donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, tu vas te retrouver avec ces trois grands blocs qui sont le fonds de roulement, 32 300 euros dont on avait parlé, les 22 000 euros de besoin en fonds de roulement. On va faire fonds de roulement moins besoin en fonds de roulement égale trésorerie. Voilà comment ça fonctionne. Voilà le fonctionnement très exactement de cette situation. Maintenant que tu as compris ce que c'était le fonds de roulement, le BFR et la trésorerie, tu sais ce qu'on va faire? On va passer un chapitre supérieur, le chapitre 2, qui va te permettre de comprendre effectivement que il peut y avoir des problèmes au cas où quelque chose se passe, et notamment ta trésorerie va être mise sous pression d'une force inouïe.
Allez, supposons par exemple que tu récupères tes factures clients moins vite. Je ne sais pas. Bon, déjà, tu traînes un peu parce que t'envoies tes factures à 10 ou 15 jours plus tard par rapport à la date normale. Tu fais pas gaffe, ton client ne te paye pas et rapidement, bah, tu peux te retrouver coincé. Supposons effectivement que les factures clients sont moins vite récupérées de moitié de temps, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton besoin en fonds de roulement, lui, bah, il va augmenter de 12 000 euros. C'était le montant de tes créances clients. Du coup, ton besoin en fonds de roulement va être de moins de 33 000 euros. Donc, fonds de roulement, moins besoin en fonds de roulement, égale trésorerie négative. Et donc, on va se retrouver, effectivement, ça pique un peu. Alors, c'est pas la catastrophe à l'état pur. Tu as sans doute un petit découvert négocié. Mais tu vas passer dans une trésorerie qui était positive à plus 10 000 euros, ce qui était peut-être bien, à une trésorerie négative de presque 1 000 euros. Ça pique un petit peu. Alors, maintenant, si ta croissance double, c'est-à-dire que là, tu n'as rien changé, donc de façon très concrète, tes délais fournisseurs sont les mêmes, tes délais clients sont les mêmes, ta rotation des stocks est la même, ok. Mais je ne sais pas pourquoi, pour un mystère, paf, ta société double. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ton fonds de roulement, il va pas changer tout de suite, parce que certains me disent, ah oui, mais le résultat va augmenter, tout ça. Tiens, ma cash, en règle générale, ça prend toujours un petit peu de temps. Et avant, en tous les cas, à la fin du bilan, il est sûr et certain que ton besoin en fonds de roulement, il va exploser véritablement. Supposons qu'il double, eh bien, simplement, si ton chiffre d'affaires a doublé, ton BFR va augmenter aussi vite et tu vas te retrouver avec un BFR à moins 44 000 euros. Waouh! Et là, ta trésorerie, moins 11 700 euros. Trésorerie négative de 11 700 euros. Et là, tu passes de plus 10 à moins 11. Bon, là, ça cogne véritablement. Alors, je pourrais parler des stocks, je pourrais tout simplement parler effectivement de beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, souvent, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les gens ne focalisent pas suffisamment leur effort. Hein. La clé de la gestion efficace, en fait, de la trésorerie, elle réside dans la gestion optimale du besoin en fonds de roulement, hein, exclusivement, bien évidemment, de résultats, mais avant tout sur le besoin en fonds de roulement. Et donc, on va prendre quelques exemples et on va prendre des actions. Alors, elles sont relativement simples à comprendre, mais elles sont très difficiles à mettre en œuvre parce que souvent, on n'a pas nécessairement ni le courage ni l'envie. La première, c'est de réduire les créances clients, tout simplement. Réduire les créances clients, ben, c'est déjà ne pas envoyer en retard tes factures. C'est également appeler les personnes effectivement qui sont un peu retardataires pour leur dire, écoute, t'es gentil, mais la dernière fois tu m'as réglé ma facture avec un mois de retard, ce n'est plus possible. Tu peux aussi prendre des acomptes. Tu peux faire beaucoup de choses en fait directement qui vont te permettre de réduire le montant de tes créances clients et qui vont, comme tu l'as compris, impacter directement ta trésorerie dans le sens positif du terme. Tu peux aussi optimiser la gestion des stocks. Souvent, la plupart des gens disent bah, je commande plus parce que comme ça j'aurai une meilleure marge ou une meilleure remise et tout ça. C'est une erreur. Il faut soigner d'abord la trésorerie avant d'essayer d'imaginer qu'on aura un meilleur taux de marge. Et donc, de façon très concrète, la gestion des stocks, c'est un truc hyper important. Et chaque fois que tu gagnes 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours sur ton chiffre d'affaires de tes stocks, eh bien, la trésorerie, elle est gigantesque. Et donc, c'est hyper important de bien comprendre ces concepts. Le troisième, qui m'embête un peu plus, c'est négocier les délais fournisseurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu veux avoir de bons rapports avec tes fournisseurs, bah, tu n'as pas trop intérêt effectivement de négocier à la hausse ou de retarder parce qu'un jour ou l'autre, ils vont dire non mais t'es gentil, j'arrête de te livrer parce que tu ne me payes pas suffisamment. Donc tu peux toujours négocier, mais franchement, c'est un problème. Alors, maintenant, on va parler de côté SOS, d'accord? Donc c'est du morse qui est juste en dessous. SOS et quelle solution de secours? Mais véritablement, là, je vous donne une fois qu'on est avec le couteau sous la gorge, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut lancer de la facturage si c'est possible. D'ailleurs, si on a des clients qui sont connus, etc., on pourra lancer un système de facturage, c'est-à-dire qu'on vend les factures des clients avant de recevoir l'argent auprès de quelqu'un qui s'en occupe. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dedans, qui vont vous donner l'argent, mais en contrepartie, il faut pas rêver, ça coûte de l'argent. Deuxième, on peut aller voir son banquier vite fait. D'ailleurs, vous devriez tous avoir ce qu'on appelle un découvert autorisé pour éviter un incident Banque de France. On peut aussi faire un emprunt court terme. C'est plus compliqué, mais ça peut être réalisable, notamment si le banquier vous aime bien, ou si vous le combinez notamment avec de la remise, vous, d'argent dans la société. Donc, c'est des systèmes qui peuvent
se combiner et dans lequel vous allez faire un emprunt sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Essayez de le faire au maximum parce que, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple de gérer sa trésorerie lorsqu'on a des emprunts de long terme plutôt que des emprunts de court terme. Et si franchement, il n'y a rien qui va, il faut déposer le bilan. Déposer le bilan ne veut pas dire avoir une liquidation judiciaire, ça veut dire simplement qu'il faut se préparer parce que je rappelle effectivement que la responsabilité d'un dirigeant peut être engagée le jour où il s'aperçoit qu'il est en cessation de paiement. Et dans ces cas-là, il faut déposer le bilan ou tout au moins prendre rendez-vous avec le président du tribunal de commerce pour justement éviter la catastrophe totale. Alors, la conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, plutôt que de subir des tensions de trésorerie, il faut agir sur les leviers du besoin en fonds de roulement, comme j'ai pu vous l'expliquer. Chaque jour gagné, écoutez bien, chaque jour gagné sur vos créances, sur vos stocks, c'est de l'argent qui reste dans vos caisses. Et c'est un stress financier, du coup, en moins. Bon, du coup, prenez le contrôle de votre besoin en fonds de roulement pour éviter les urgences de trésorerie. C'est le mot de la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas effectivement à vous abonner, liker, et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Bye bye!